Ce trésor est maudit. S'il vous plaît, débarrassez-vous-en. Un Alan désespéré trouve une note énigmatique dans un arbre creusé en le coupant. Il découvre ensuite un coffre dans la cavité et rend visite à sa grand-mère, qui lui révèle une terrible vérité sur sa découverte. C'était un soir d'automne de 1990. Alan, 41 ans, était assis sous son porche, comptant les rares pièces de monnaie dans ses mains usées par le temps. Il vivait avec sa femme Eve et leur fils Robbie et n'avait plus d'argent pour faire les courses. Alors qu'Alan sirotait son café, se demandant ce qu'il devait faire, son regard se posa sur les immenses saules qui se trouvaient à l'extérieur de sa maison. Une idée lui vient alors à l'esprit. Je peux vendre ces troncs pour acheter des provisions et de l'essence, s'exclame-t-il en allant chercher une hache dans son garage. Alan commença à abattre les arbres un par un, et lorsque la hache frappa un autre tronc, un étrange papier froissé sortit de son creux. Curieux, Alan le ramasse et en déplie les plis, pour s'étonner des mots qui y sont inscrits, ce trésor est maudit. Veuillez vous en débarrasser. Curieux, Alan empocha le papier et jeta un coup d'œil dans la cavité de l'arbre. Son cœur bondit lorsqu'il remarqua un étrange coffre en bois enchaîné reposant sur la surface sombre et décida de le sortir. Je te tiens. Vieux coffre bien lourd, dit-il en hissant la lourde boîte à la surface. Brandissant sa hache, il brisa la serrure rouillée et, lorsque le couvercle s'ouvrit en grinçant, il sursauta de surprise. Oh, mon Dieu! Je n'ai jamais vu un tel trésor. Alan, paralysé par le choc, contempla un assortiment éblouissant de bijoux en or et en diamants et des liasses de billets. Son esprit frémit à l'idée de ne plus avoir à travailler dur à la scierie. Cependant, le message d'avertissement sibyllin le troubla. Quelle étrange note. Grand-mère a vécu ici il y a longtemps. Elle doit savoir quelque chose à ce sujet, se dit Alan, qui décide de rendre visite à sa grand-mère Doris, qui vit dans une ferme à 8 km de là, pour obtenir des réponses. Bon sang de bonsoir. Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire puisse être vraie. Doris recula d'horreur lorsqu'Alan plaça le coffre au trésor devant elle et lui tendit la mystérieuse note. Quelle histoire? Tu sais quelque chose à propos de ce trésor, grand-mère? A demandé Alan à Doris. À contre-cœur, Doris commença à raconter une histoire datant d'il y a 80 ans et impliquant l'arrière-grand-père d'Alan, Lewis. Ton arrière-grand-père n'était pas un homme très honnête. Cela s'est passé il y a 80 ans. En juillet 1910, lorsque papa a rencontré son meilleur ami au pub et a appris l'existence d'un trésor rare. Commença-t-elle. Lewis et son ami Gustavo buvaient un verre dans un pub peu éclairé lorsque Gustavo évoqua une opportunité alléchante de devenir riche en une nuit. Écoute-moi bien, murmure-t-il. J'ai entendu dire que la banque de la ville voisine abritait une cargaison rare et précieuse. Les yeux de Lewis se sont illuminés tandis qu'il buvait un autre verre. Une cargaison précieuse? Si est une sacrée nouvelle. Si est peut être notre chance. Gustavo afficha un sourire malicieux. Ouais. Et plus de petits coups et d'agressions. Si est l'heure du gros lot. On le fait discrètement. Pas d'armes. Seulement de l'esprit.
En quittant le pub, les amis se sont retirés dans la maison miteuse de Gustavo, à la périphérie de la ville, où ils ont préparé leur casse pour dévaliser la banque. Munis de faux documents, de leurs dernières économies et d'un plan étrange, Lewis et Gustavo se sont dirigés le lendemain matin vers la ville voisine. Ils ont loué une vieille boulangerie à côté de la banque, se faisant passer pour les chefs John et Peter, et ont même payé un supplément au propriétaire cupide pour le faire taire et cacher leur véritable identité. Cela fait une semaine, et aujourd'hui si est le grand jour, Gus, chuchote Lewis en arrangeant des pâtisseries. Tu crois que ça va marcher? Si est maintenant ou jamais, mon pote. Fais marcher la boulangerie pendant que je me remets au travail, sourit Gustavo avec malice en attrapant une pelle et en se rendant discrètement à l'arrière de la boulangerie pour finir de creuser le tunnel secret menant à la chambre forte de la banque. Tandis que Lewis enfilait un tablier de boulanger et s'occupait des clients, Gustavo travailla méticuleusement toute la journée, suivant les indications d'une carte grossièrement dessinée qui révélait l'emplacement de la chambre forte. Après ce qui lui a semblé être une éternité, Gustavo a vu ses efforts récompensés lorsqu'il a ouvert d'un coup de pied un panneau caché menant au passage dissimulé. « Je suis un voleur né », s'exclama-t-il triomphalement, avant de se dépêcher d'aller chercher son ami. Dans le calme de la nuit, Lewis et Gustavo s'engouffrent dans le passage secret situé sous le sous-sol de la banque et se dirigent vers la chambre forte. En l'absence d'alarme moderne ou de technologie avancée, leur casse n'a pas été détectée. La TNT était frustrante, mais après une lutte acharnée, la porte métallique de la chambre forte s'est ouverte. Les yeux de Lewis et Gustavo s'écarquillèrent devant la rangée de coffres-forts étincelants empilés à l'intérieur, chacun contenant une fortune susceptible de changer leur vie. Ils brisèrent les serrures des coffres les unes après les autres et emportèrent le butin lorsque Lewis remarqua un étrange coffre en bois renforcé qui se distinguait des autres. « Gus, il y a quelque chose d'étrange dans ce coffre, tu ne trouves pas ?» chuchota-t-il. « Tu m'as parlé d'une cargaison précieuse contenant un trésor rare. Est-ce que ça pourrait être ça ? Je ne suis pas sûr, répondit Gustavo. Mais ça a l'air bizarre. Regarde ces étranges gravures. L'excitation envahit Lewis à l'idée de savoir ce que contient la boîte. Et si elle contenait quelque chose de précieux? Prenons-la, Gus. Comme les hommes ne parviennent pas à ouvrir les autres coffres, ils prennent rapidement une décision. D'accord, on emporte ce coffre avec le reste du butin, dit Gustavo. Nous l'ouvrirons chez moi et partagerons son contenu. Jetant le coffre en bois dans le sac, Lewis et Gustavo rampèrent jusqu'à la boulangerie en passant par le tunnel, s'échappant ainsi le soir même. Les flics vont se casser la tête à chercher un faux Jean et Pierre. Gustavo rit en essayant d'ouvrir le coffre à la maison. Merde, si est trop serré, soupire-t-il. Je suis vidé, mon pote. Ramène les liasses de billets à la maison. Je l'ouvrirai d'ici demain matin, et on partagera la part, d'accord? Mais Lewis hésite. Ce n'est pas une bonne idée. Si ma femme voit l'argent, elle aura des soupçons. Je reviendrai demain matin pour récupérer ma part, Gus. Les amis sont d'accord, mais lorsque Lewis revient le lendemain, tout excité, il a un choc énorme. La maison de Gustavo est fermée de l'intérieur et il ne répond jamais aux coups.
Craignant que son ami ne se soit enfui avec le trésor, Lewis fouille la maison et repère une fenêtre ouverte à l'arrière. Il passe par la fenêtre et, en explorant la maison, il tombe sur le corps sans vie de Gustavo, allongé dans la cuisine. Le coffre était ouvert et tous les bijoux étaient éparpillés près du corps. Oh, mon Dieu, Gus. Que t'est-il arrivé ? Souffle Lewis. Un frisson lui parcourt l'équine lorsqu'il remarque le teint inhabituel de Gustavo et suppose qu'il a été étranglé à mort. Conscient de la mort de son ami, seul témoin de leur cambriolage, Lewis ramasse avidement les bijoux contenus dans la boîte et s'enfuit chez lui dans sa voiture pour profiter de la richesse. Quelle belle bague. Elle doit valoir une fortune. Chuchote Lewis, tout excité, en sortant du coffre une bague étincelante, sertie de pierres. Elle me rappelle ces maudits artefacts anciens, dit-il en riant à sa femme, Emily, en déposant un baiser sur l'anneau. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que toi et ce bon à rien de Gustavo avez encore été impliqués dans quelque chose d'illégal, dit Emily en soupirant. Quelques instants plus tard, elle entendit un grand cri dans leur chambre et trouva Lewis effondré sur le sol. Elle enfila rapidement un gant et replaça les bijoux dans le coffre, qu'elle ferma à l'aide d'un cadenas et d'une chaîne. Alors qu'Emily cherchait un endroit secret pour le cacher, elle aperçut un saule creux et s'empressa de jeter le coffre à l'intérieur, en laissant une note avertissant de la malédiction. Et voilà ce qui s'est passé, raconte Doris. Je crains que tu n'aies trouvé quelque chose de sinistre qui devait rester dans l'obscurité. Tu dois t'en débarrasser, Alan. Alan est sceptique quant à la malédiction et rejette les inquiétudes de sa grand-mère. Mais lorsqu'elle menaça de rapporter ses découvertes à la police, il accepta à contre-cœur d'enterrer le coffre au trésor dans les bois. Alan embrasse Doris et part avec le coffre. Cependant, la cupidité le rattrape lorsqu'il arrête sa voiture au feu rouge d'un carrefour. Pourquoi devrais-je me débarrasser du trésor alors que je peux devenir riche sans travailler du tout ? Comme le dit le vieil adage, qui trouve garde, s'esclave-t-il avec gourmandise. Au moment où Alan prend la décision fatidique et fait demi-tour pour rentrer chez lui, un camion roulant à vive allure percute sa voiture et le tue sur le coup. Quelques heures plus tard, Doris et la femme d'Alan sont assises au poste de police, attendant que l'officier identifie le corps. Si est-il arrivé à cause de ces maudits trésors, chuchota Doris, les larmes coulant sur ses joues. Je ne crois pas, interrompt le policier. Votre petit-fils était au mauvais endroit au mauvais moment. Malheureusement, la gravité de l'accident était telle que votre petit-fils avait peu de chances de survivre. Ce n'est qu'une coïncidence. Quant aux antiquités, il est peu probable qu'elles aient été maudites. Nous les avons fait analyser et les rapports suggèrent que la pierre de l'un des anneaux était recouverte d'une épaisse couche d'un poison rare. Les archéologues travaillent encore sur des théories concernant l'origine du trésor. La plupart du temps, les pierres précieuses ont été trempées dans une sorte de poison ancien et mortel pour les rendre plus brillantes et dissuader les voleurs. Le visage de Doris se vide de son sang en entendant cela, et elle quitte maladroitement la station pour se rendre à la morgue. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.